lancement du programme 2015 de formation de 150 jeunes pour l'accompagnement des micro, petites et moyennes entreprises au Mali. Le programme vise le renforcement des capacités des entreprises locales. Retour à l'occasion de la célébration de la panafricaine sur le parcours de Awa Keïta, initiatrice de la conférence des femmes africaines créée en 1962, devenue organisation panafricaine des femmes en 1974. Awa Keïta qui aurait eu aujourd'hui 103 ans. Sport football, match retour du dernier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans. Mali, Gabon pour confirmer la victoire 1-0 de l'équipe nationale Espoir à Libreville, demain au stade de Keïta. Merci de rester sur notre programme. Bonsoir et bienvenue au journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu hier soir 6 des 7 nouveaux ambassadeurs du Mali nommés récemment. Un seul sujet était à l'ordre du jour, à savoir le renforcement de la coopération entre le Mali et les pays qui vont accueillir ces nouveaux diplomates. Le chef de l'État a aussi insisté sur le bon fonctionnement de nos ambassades. Khadija Toukone. Les nouveaux ambassadeurs ont été reçus par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour boucler leur série de visites aux institutions de la République. Le chef de l'État a invité ses interlocuteurs au renforcement des relations de coopération entre le Mali et les pays qui vont les accueillir. Il a été question des relations entre le Mali et la Guinée, les recommandations qu'il a à me faire dans ma nouvelle mission et les conseils d'un grand frère à une petite sœur. Il a souhaité aussi qu'on renforce les liens de coopération, les relations politiques et les relations économiques entre le Mali et l'Inde et renforcer les amitiés entre les peuples. Il mise beaucoup sur le secteur de l'agriculture pour le développement. Et c'est pourquoi le développement rural est un axe principal de la politique de développement du président de la République. Alors nous avons parlé de toutes les possibilités de coopération qu'il pourrait y avoir entre l'Afrique du Sud, qui est quand même un pays phare en Afrique, et le Mali. Alors, Monsieur le Président a insisté sur le fait qu'il faudrait développer pas seulement les relations commerciales, les relations économiques, mais aussi les relations politiques entre le Mali, l'Afrique du Sud et aussi les autres pays, mais aussi développer la coopération dans d'autres domaines comme la culture. Étant un ancien diplomate, Ibrahim Boubacar Keïta a également insisté sur la bonne conduite des chefs de mission diplomatiques et une bonne gestion des affaires. Un autre aspect, c'est la gestion des deniers publics au niveau des ambassades. Il a beaucoup insisté qu'il ne tolérerait aucune mauvaise gestion au niveau des ambassades. Les deniers publics qui sont mis à la disposition de l'ambassade doivent être gérés de manière saine et rigoureuse et pour l'intérêt du Mali uniquement. Représenter tout un pays est assurément une marque de confiance et il faut être à hauteur de mission et il faut avoir les orientations correctes et prendre les repères concrets pour pouvoir être à hauteur de cette mission. Il m'a complètement mis à l'aise compte tenu des rapports historiques qui existent entre l'Égypte et le Mali. Donc nous avons quand même survolé certaines grandes questions de l'heure qui permettent de faire face sans grande crainte, sans haute grande difficulté. Donc pratiquement, je suis ravi. Avec les conseils de sagesse, là j'ai tiré grand profit qui m'aidera dans l'exécution de cette mission de confiance qu'on vient de m'accorder. Les désormais représentants du Mali disent avoir pris bonne note et promettent de tout mettre en œuvre pour accomplir la mission que le chef de l'État leur a confiée. Ibrahim Boubacar Keïta a également reçu hier en audience la plateforme des femmes leaders venue lui remettre les résolutions de la 2e édition du Forum de Bamako qui a pris fin jeudi dernier. On retrouve Khadija Toukone. Au cours de cette audience, la plateforme des femmes leaders a remis au chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, les résolutions de la 2e édition du Forum de Bamako tenues les 28, 29 et 30 juillet. Plaisir de remettre à son Excellence le Président de la République les résolutions du Forum genre tenu à Bamako les 28, 29, 30 juillet 2015 sur l'émergence de l'Afrique, la participation des femmes, les défis, les contraintes et les opportunités que nous aurons. Nos résolutions sont ici compilées avec les journaux, parce que chaque matin on a un journal du forum que nous avons bien voulu remettre. Mais avant,
il faut que je vous dise merci pour ce que vous avez fait pour la femme malienne. Vous nous avez porté très haut. Nous avons reçu tout le gouvernement. Sur votre instruction, comme le Premier ministre a dû nous le dire, nous vous félicitons, nous encourageons. Nous sommes fiers de vous et nous savons aujourd'hui que la femme malienne doit être convaincue que nous sommes une de vos priorités. Inch'Allah. Le président de la République, qui a toujours respecté la place qu'occupent les femmes dans le développement de notre pays, promet de prêter une oreille attentive aux doléances de ces braves femmes. Tous les pays qui nous ont fait l'honneur ainsi de se porter jusqu'à Bamako pour vous honorer le Mali et poser un acte de foi par rapport à ce Mali post-crise. C'est encore une solidarité bien vivante que nos sœurs d'Afrique et de la diaspora montrent à l'amour de leurs sœurs du Mali. Merci et bon vent encore une fois à ce forum de Bamako, si fécond en idées généreuses et en idées porteuses pour le devenir non seulement du Mali mais de l'Afrique. Cette rencontre a été l'occasion pour Ibrahim Boubacar Keïta de saluer particulièrement les femmes des Caraïbes présentes à ce forum. Nos écrivains, nos frères, nos fiertés ont su dire la dignité de l'humanité, de l'être et surtout d'être noir. Oui, aimé mon frère, je t'ai compris jusqu'au fond de mes entrailles. Et ton cahier de retour au pays natal a été pour moi comme un coup de tonnerre réveillant ma dignité d'être nié. Merci à toi, cher frère, plus que frère. Puisses-tu reposer dans l'immense paix que t'offre ta belle Martinique, ô toi qui as mérité de la patrie humaine. Merci. Cette deuxième édition du Forum de Bamako a permis aux participantes de faire le bilan des activités des femmes afin de corriger les imperfections. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire également pour une meilleure émergence des femmes. Nous avons échangé avec nos sœurs venues de plusieurs pays et nous avons sorti des résolutions qui constituera une ligne de conduite pour nous par rapport à tout ce qui concerne les problèmes réels de la femme. Un domaine particulier sur lequel je voulais bien parler, c'est surtout sur le volet populationnel. Tout le monde sait que d'ici 2030-2035, il y aura un boom sur le plan populationnel. Et à partir de là, comment faire pour faire face à tout ce qu'il y a comme exigence de ce flux de population qui concerne aussi bien la femme. À ce niveau, nous avons des défis à relever. L'un des défis à relever et qui a fait que nous avons fait un focus particulier sur la femme rurale, c'est que demain, pour nourrir toute cette population, qui doit le faire et qui sait qu'aujourd'hui la femme rurale tient une place déterminante dans le cadre de tout ce qui concerne l'alimentation dans nos pays. Un autre aspect, comment faire même pour les structures sociales de base et le minimum soit rempli pour que l'enfant de demain, la femme de demain, la population de demain puisse vivre dignement. Que ce soit l'école, que ce soit la santé, qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions aller en 2035 avec tout ce qu'il y a comme prospection et que nous puissions satisfaire les attentes. L'objectif visé par le Forum de Bamako est de faire une réflexion prospective sur les défis, mais aussi les contraintes qui entravent la participation effective des femmes à l'émergence de l'Afrique d'ici à l'horizon 2035. Les travaux de la rencontre ministérielle entre le Mali et la Mauritanie se sont achevés ici à Bamako. Pendant 2 jours, les experts des 2 pays ont passé en revue les questions administratives et sécuritaires, la matérialisation de la frontière commune. Pour le ministre mauritanien de la décentralisation, cette frontière ne constitue nullement une barrière, elle servira au contraire d'instrument privilégié pour la promotion des échanges nécessaires. Reportage de Bourama Traoré. C'est une avancée dans la matérialisation de la frontière commune. Les experts maliens et mauritaniens adoptent une feuille de route. Un obstacle est désormais levé. Le document met un terme aux différences d'appréciation, empêchant le processus d'évoluer normalement. Le contenu de la feuille de route que nous venons d'adopter nourrit nombre d'espoirs, tant d'espoirs. Il permettra de lever les équivoques, d'accélérer le processus de matérialisation de notre frontière commune, d'annihiler les entraves à nos relations bilatérales de coopération frontalière et surtout de renforcer la sécurité dans la zone frontalière.
Maliens et Mauritaniens conviennent aussi de dynamiser les rencontres périodiques, de doter les autorités frontalières des moyens matériels et financiers conséquents. En matière de coopération sécuritaire, le Mali et la Mauritanie décident également de renforcer les échanges de renseignements entre les services de défense et de sécurité. J'appellerai à l'attention de nos administrations et populations régionales que cette frontière ne constitue nullement une barrière. Elle servira au contraire d'instrument privilégié à la disposition de nos autorités respectives pour la promotion d'échanges nécessaires à la gestion de nos populations frontalières. Pourvu que les engagements pris à Bamako soient concrétisés sur le terrain, la prochaine rencontre ministérielle est prévue en octobre à Nouakchott en Mauritanie. Un rendez-vous qui doit permettre de faire le point de l'état de mise en œuvre des recommandations formulées. Actualité relative toujours aux relations avec la Mauritanie sous l'instruction du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord et le ministre de la Réconciliation nationale ont rencontré la communauté malienne à Nouakchott en Mauritanie. Au cours de cette rencontre, plusieurs questions nationales ont été abordées. Le commentaire de la cérémonie avec Mohamed Ould Mamouni. Les tracasseries routières, la question de l'emploi, la carte de séjour sur le sol de la République islamique de Mauritanie, mais surtout la situation des réfugiés sont entre autres problèmes évoqués par la communauté malienne aux deux membres du gouvernement mandatés spécialement pour écouter les compatriotes maliens. Nous sommes en train de nous organiser pour le retour des réfugiés. Et pour ce qui concerne la Mauritanie, nous sommes en train de voir comment signer l'accord tripartite. C'est l'accord tripartite qui crée le cadre légal. La Mauritanie a reçu une proposition. Nous attendons qu'il y ait une réaction pour ça, comme ça a été le cas avec le Burkina et le Niger, où aujourd'hui on est en train de planifier les retours. Une chose que je voudrais dire, que vous savez d'ailleurs, parce qu'on s'est déjà rencontrés sur ces questions-là, c'est que les règles qui gèrent les réfugiés sont telles que quand vous êtes réfugié, vous êtes malien mais réfugié dans un autre pays, seul ce pays et les agences qui aident les réfugiés peuvent intervenir à votre niveau. Les deux ministres ont aussi pris bonne note de la situation sécuritaire au Mali. Ils ont examiné la qualité de coopération fraternelle qui existe entre nos deux pays et qui mérite d'être consolidée. La sécurité, elle est en train de revenir progressivement. Au début, les gens pouvaient s'attaquer et chacun pensait qu'il avait raison. Mais aujourd'hui, quand il y a une attaque, tout le monde s'empresse de dire que ce n'est pas lui. C'est le début. Bientôt, les différents protagonistes, qui sont nos frères, qui ont signé, vont avec nous établir des règles telles qu'on ne puisse plus continuer à tuer innocemment des Maliens sur le territoire malien. La communauté malienne vivant en République islamique de Mauritanie a apprécié l'initiative du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, d'envoyer deux membres de son gouvernement pour recueillir leurs préoccupations. Les problèmes en grande partie des Maliens en Mauritanie sont identifiés à un moment où les différentes sous-commissions de suivi de l'accord s'installent progressivement pour la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 15 mai 2015. Ici à Bamako, lancement hier au CICB du programme 2015 de formation de 150 jeunes pour l'accompagnement des micro, petites et moyennes entreprises au Mali. Ce programme vise le renforcement des capacités des entreprises locales, un Mali émergent. Le thème retenu cette année, la cérémonie de lancement a été placée sous la présidence du ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne. Daouda Sidiki Diarra. Un jeune, un emploi, une expérience professionnelle, nous allons réussir. C'est le cri de cœur de 150 jeunes retenus pour le programme de formation des micro, petites et moyennes entreprises au Mali cette année. Durant un an, ces jeunes seront initiés aux rudes épreuves de l'entrepreneuriat pour une future émergence de notre pays. Votre concours nous permettra d'associer nos forces pour la cause commune du développement du pays à travers un secteur privé de plus en plus renforcé chaque jour. Nous vous en remercions. Et à travers cette édition,
Ce que nous visons, c'est le renforcement des capacités de ces entreprises locales. Ce programme de formation est une aubaine pour nous, entreprises. Ceci à plusieurs égards. Tout d'abord, par le renforcement de nos capacités en ressources humaines compétentes et surtout par la prise en compte de nos aspirations et des réalités qui nous préoccupent dans la formation de ceux qui seront nos futurs collaborateurs. Ce programme de formation est un véritable vivier de promotion de l'excellence par la compétition entre les acteurs. C'est un lieu adéquat pour la concurrence entre les entreprises. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, a pris l'engagement de faire de l'emploi des jeunes un axe prioritaire de son programme de développement. La réalisation de cet engagement, faut-il le rappeler, requiert la synergie d'action entre tous les acteurs. Cette synergie nécessite la création d'un véritable réseau de collaboration entre les entreprises, les stagiaires et les experts dans différents domaines face aux réalités et difficultés réelles que chacun de ces acteurs rencontre. Cette formation s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne avec les cabinets Magui. La Chambre des mines du Mali, en partenariat avec le FAFPA et le cabinet Erocageo, se lance dans une vaste réforme du système de l'orpaillage au Mali. Cette réforme concerne 400 artisans miniers de Kéniéba, Kadjoulou, Kangaba et Yanfoulila. 100 exploitants miniers de Kangaba ont suivi du 30 au 31 juillet 2015 leur session de formation sur la structure en société coopérative et l'exploitation artisanale mécanisée. Envois spéciaux pour la cérémonie de lancement à Kangaba, Fadema Keita et Karunga Konate. Le caractère informel du sous-secteur de l'artisanat minier constitue de nos jours une véritable source de problèmes. La dégradation de l'environnement à travers l'utilisation non maîtrisée des produits chimiques nocifs comme le mercure et le cyanure, la déforestation, conflits entre orpailleurs et miniers entre autres. C'est en vue d'une meilleure gestion du secteur que la Chambre des mines du Mali, en partenariat avec le ministère des Mines, le FAFPA, a initié cette mise à niveau à l'intention de la centaine d'orpailleurs venus des 9 communes du cercle de Kangaba. Si l'orpailleur est formé, s'il est formé, je crois que vraiment on pourra minimiser de tels éléments négatifs pour sa survie lui-même et ensuite son autodéveloppement. Nous avons choisi 2 thèmes pour le moment. Le premier thème, c'est inculquer aux orpailleurs la notion d'exploitation artisanale tout court, c'est-à-dire travailler avec des instruments rudimentaires. Et ensuite, avec le nouveau code, on a intégré une autre méthodologie pour l'orpaillage qu'on appelle l'exploitation artisanale mécanisée, pour aider l'orpailleur à améliorer sa production. Le deuxième thème, c'est le concept de coopérative. La maîtrise des dispositions contenues dans le code minier permettra aux participants de retenir que personne ne peut exploiter 1 gramme de ce métal précieux sans autorisation préalable. La plupart des problèmes sont dus au fait que l'activité est exercée par des non-professionnels. Peut-être avec ces sessions de formation, des gens vont connaître à juste valeur ce que c'est que l'orpaillage, les différentes conséquences néfastes et avantages que ça peut encouler. Le thème déjà délivre tout ce qu'il y a lieu de faire, la formation des orpailleurs pour leur meilleure intégration dans l'économie malienne. C'est ça le défi important. Donc les faire bénéficier d'une formation, les outiller de tous les moyens nécessaires pour développer leur activité économique et pour mieux l'intégrer dans l'économie nationale. Des sessions similaires sont prévues entre les 11 et 15 août 2015 à l'intention des orpailleurs des cercles de Kadjoulou, Yanfoulila et Kéniéba. Cette initiative de la Chambre des mines du Mali devient une réalité grâce à l'appui financier du FAFPA qui a investi plus de 20 millions de francs CFA pour la mise à niveau des 400 orpailleurs programmés. Tenu ce samedi à Akai, d'une rencontre de la délégation du bureau politique national du mouvement patriotique pour le renouveau MPR avec la section de Kai. Cette rencontre qui a mobilisé toutes les sous-sections de la première région portait sur la vie du parti et les préparatifs des prochaines élections. Jafar Aïdara.
pour le renouveau et l'implantation de plus du parti Imper dans la région de Caille. Entre autres, c'est l'objectif de cette rencontre du bureau exécutif national du parti avec la section de Caille. Au cours de cette rencontre, tous les militants, sympathisants et partisans venus de toutes les sous-sections ont échangé sur la vie du parti et les nouvelles stratégies à mettre en place pour renforcer le parti et prendre un nouvel élan pour les futures élections. La conférence au cycle de cercle, elle est venue à temps nommé. Parce qu'actuellement, nous sommes entrés dans une autre phase de la politique dans le pays. Alors chacun doit affûter ses armes. Et le MPR aussi est prêt à aller dans les élections comme tout autre parti. Donc en ce moment, cette conférence va être exceptionnelle. Tous les militants ou militantes doivent se considérer comme militants. Et à partir de cet instant, MPR. Le souhait du parti est qu'il occupe le terrain politique de Caille, un engagement pris par les militants lors de cette rencontre. Et nous avons trouvé une section qui vit, et une section consciente de ses responsabilités, et une section qui sait préparer les événements, et aussi nous avons trouvé une section prête pour ces élections. Nous allons mettre beaucoup plus d'accent pour appuyer la section de Caille à hauteur de souhait, afin que cette section puisse être la première, en tout cas au niveau de Caille. Cette rencontre a été l'occasion pour les militants du parti de s'exprimer et d'être informés sur tous les problèmes de la nation. Activité avec les partis politiques toujours dans le cadre de la journée panafricaine. Les femmes du parti Sénid Faso-Iriwaton ont organisé une journée citoyenne, journée marquée par des exposés débats pour permettre aux femmes de se rappeler leur devoir de citoyenneté. Le point avec Al-Jumatina. Rassembler pour construire, telle est la devise du mouvement des femmes d'initiative démocratique MOFID. Les femmes du parti Sénid Faso-Iriwaton, à l'unisson, n'ont pas voulu rester en marge de la journée panafricaine. C'est ainsi que le MOFID a initié une journée citoyenne, histoire de permettre aux femmes de se rappeler de leur devoir de citoyenneté. Dans notre pays, cette célébration intervient à un moment extrêmement important, marqué d'une part par la signature de l'accord de paix et d'autre part les prochaines élections communales. C'est pourquoi nous, femmes du Sénid Faso-Iriwaton, avons choisi cette date symbolique du 1er août, le lendemain de la panafricaine, pour rappeler à toutes les femmes notre devoir de citoyenneté. Présent à la cérémonie, le président du Sénid Faso-Iriwaton, Maître Muntaka Tall, a retiré ses remerciements au MOFID pour son soutien au parti. Dénommée journée citoyenne, les femmes du Sénid Faso-Iriwaton de Bamako et celles venues de l'intérieur du pays ont ainsi eu droit à des exposés débats. Il s'agit de l'exposé sur les élections communales prochaines et celui sur la participation des femmes dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Le Forum pour un autre Mali, le centre Amadou Ampateba, mobilise les femmes dans le cadre de la journée panafricaine des femmes. À cet effet, ils ont tenu une rencontre de concertation au CICB. Ce fut aussi l'occasion de rendre hommage au premier président de la République du Mali, Modibo Keïta. Reportage de Rachel Tessougé. Émergence, autonomisation des femmes et panafricanisme, faux ou vrai défi. Ce sont les sujets abordés au cours de cette rencontre. Rencontre qui rend hommage au premier président de la République du Mali. Selon les organisateurs, les femmes maliennes doivent sauvegarder l'héritage de Modibo Keïta. Cette année 2015 est une année particulière. Et les 100 ans de Modibo nous donnent l'occasion de lui rendre hommage et aussi de rendre compte de notre fidélité à l'idéal de société qu'il a voulu promouvoir. Et la question fondamentale, c'est de savoir maintenant, est-ce que l'Afrique est décolonisée? Est-ce que l'OPF a atteint ses objectifs? Le Forum pour un autre Mali et le centre Amadou Ampateba envisagent de créer une association des mères sociales. Ces femmes devront accompagner les jeunes dans les domaines politiques, économiques et culturels. Nous voulons en mère sociale imprimer une nouvelle dynamique et à la question de la participation économique et politique des femmes, répondre aux questions qui sont les nôtres. On ne peut pas nous dire que nous sommes émergents, que nous sommes en croissance, quand dans les familles, les femmes ont du mal à
gérer l'économie domestique, et quand l'immense majorité des jeunes, quand les gens ne partent pas se battre dans le djihad, prennent le risque de partir se noyer en mer. Donc ça, c'est des réalités dont nous devons nous emparer aujourd'hui. La présidente du forum a en outre encouragé les femmes à lutter pour le développement du pays. Pour cela, elles doivent bannir la corruption et prôner la cohésion sociale. L'amicale des femmes de l'ORTM n'est pas restée à marge de la célébration de la journée panafricaine des femmes. Elle a organisé cette amicale au sein de l'office une séance de dépistage du diabète et un don de sang. Cette opération a permis de dépister plus de 200 personnes et de collecter une importante quantité de poches de sang. Compte rendu de Fousseni Tunkara. Cette manière de célébrer la journée panafricaine des femmes est une opportunité pour l'amicale des femmes de l'ORTM d'apporter sa partition à l'augmentation du taux de dépistage du diabète. L'initiative vise également à accroître les stocks de poches de sang au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Vous savez, nous venons de quitter le mois de carême. C'est l'hivernage. Donc il y a beaucoup de paludisme et beaucoup d'anémies qui sont là. Donc en collectant ce sang aujourd'hui, ça va nous permettre quand même de nous soulager et de soulager quand même la population malienne. Une personne sur 12 dans la population générale ne sait pas qu'il est déjà d'initiatives comme ça, comme je viens de le dire, permet, n'est-ce pas, de détromper certaines personnes de leur état, de leur statut par rapport au diabète. Cette opération a permis de dépister plus de 200 personnes. Une quantité considérable de poches de sang a été collectée. Un exploit à l'actif des femmes de l'ORTM. En cette heureuse circonstance, je lance un vibrant appel à toutes les femmes, hommes, population du Mali, à fréquenter régulièrement les structures sanitaires, mais aussi à se faire dépister du diabète. À nos chers époux, je sollicite votre accompagnement. Aux autorités compétentes d'accorder plus d'attention aux structures sanitaires en termes de gratuité sur certaines maladies. Dr Choguel Kokara Maïga m'a chargé de vous dire qu'il est très heureux. Il est aussi bien enchanté de l'initiative des femmes de faire de cette activité d'une pierre deux coups, à savoir célébrer, à l'instar des femmes du monde, la journée panafricaine des femmes, ajouter à cette célébration une initiative salvatrice, à savoir le dépistage du diabète, mais aussi le don de sang, qui sont des actions à saluer à plus d'un titre. Entreprenante amicale des femmes de l'ORTM. L'initiative de la conférence des femmes africaines, créée en 1962 et devenue Organisation panafricaine des femmes OPF en 1974, aurait eu aujourd'hui 103 ans. Awa Keita, puisqu'il s'agit d'elle, fait partie des femmes célèbres d'Afrique. Son œuvre et son parcours révisités par Salimata Dao, Lamine Tchekoura Koulibaly. Je ne la connais pas personnellement, mais l'image que j'ai en face me montre que c'était une femme battante. Awa Keita, que tout le monde, ou presque à Bamako, connaît à travers le centre qui porte son nom, mais ignore tout autant le parcours et l'œuvre, est pourtant l'une des figures contemporaines les plus célèbres du Mali. C'est déjà elle qui, en 1934, obtient le diplôme de sage-femme de l'école africaine de médecine et de pharmacie de Dakar, la seule du genre en Afrique occidentale française. À l'époque, très peu d'Africains savaient lire et écrire. Mais c'est surtout sur le plan syndical et davantage sur le plan politique que Awa Keita se distingue, notamment au sein de l'USRDA qu'elle intègre en 1946 et dont elle sera plus tard la secrétaire exécutive des femmes. Au moment où Awa était dans les affaires, c'était vraiment la lutte pour l'indépendance avec toutes les autres femmes militantes, aussi bien que les hommes politiques et toute la population. Et elle a accompagné notre premier président pour être la première femme députée à l'Assemblée. Elle fut une militante de la première heure de l'Union soudanaise RDA. Ce fut une grande battante et rien ne la distinguait des autres femmes. Vous pouvez voir les photos. Le foulard est attaché le plus simplement du monde. La tenue est la plus simple du monde. On pourrait la confondre avec la paysanne malienne ou la sécassoise ordinaire. C'était une personne d'une très grande sociabilité et tout ça l'a préparée à être une bonne militante, à être une bonne combattante pour la liberté. Mais sa compétitivité
activité et sa formation politique, elle les doit en particulier à son premier mari, un médecin auxiliaire dont on ne connaît rien de la trajectoire depuis leur divorce en 1949. 10 ans plus tard, Awa Keita sera la première et la seule femme députée à l'Assemblée fédérale du Mali. Elle est ainsi propulsée pour jouer les premiers rôles dans le mouvement féminin à l'indépendance. Awa Keita était députée de Sikasso de 1960 jusqu'au coup d'État de 1968. Et elle a rehaussé quand même l'image des femmes en tant que leader. En tant que femme députée, elle a travaillé sur le code de la famille. Et c'est à travers justement Awa Keita que on demande l'avis de la femme sur son mari. Et c'était en tout cas quelque chose de très important en ce temps où la fille était donnée en mariage sans son avis. C'était vraiment une révolution à cette période-là. C'est à travers Awa Keita et d'autres que les femmes du Mali commencent à marquer véritablement leur présence dans le monde. Depuis la création du Rassemblement démocratique africain en 1946, Bamako était devenue la plaque tournante de l'histoire africaine. Histoire marquée tout d'abord par les luttes d'indépendance et ensuite par les tentatives de regroupement comme l'Union Guinée-Ghana-Mali pour parvenir à l'unité du continent. Le mouvement féminin malien, sous la houlette de Awa Keita, n'est pas indissociable de cette évolution générale. C'est elle qui est à l'origine de la création de l'Organisation panafricaine des femmes. Mais déjà à Bamako, lors du congrès des femmes africaines en 1962, elle invitait ses sœurs à réfléchir sur le rôle des femmes dans nos États nouvellement indépendants. En ce siècle des grands ensembles, où la solidarité de tous les peuples du monde est une nécessité pour la sécurité de l'humanité, il serait regrettable et même condamnable que les femmes d'Afrique vivent divisées et séparées des autres femmes du monde. Après justement l'indépendance, la lutte des femmes était les droits des femmes. Si au moment de la lutte de Awa Keita, c'était l'éducation, la santé, aujourd'hui aussi c'est l'éducation, c'est la santé, mais nous avions de nouveaux droits que nous demandons. On travaille énormément pour que les femmes rurales puissent accéder à la terre, qu'elles puissent avoir les facteurs de production qui sont le crédit, qui sont en tout cas le matériel pour qu'elles puissent augmenter la production et la productivité. Le parcours de Awa Keita a été tourmenté à cause de ses prises de position qui ne plaisent pas à tous. Elle a eu des problèmes. Elle-même, elle rapporte dans son livre, dans Femmes d'Afrique, comment ce chef de canton, qui était président d'un bureau de vote à Ségué, à Kochala, l'a renvoyé, l'a rabroué complètement en disant: vous êtes une femme, moi j'en ai 3 comme vous. Elle me gratte le dos la nuit. C'est elle-même qui rapporte ces événements-là. Alors c'est vous dire que c'était une battante, c'était une combattante pour la liberté. En plus des vexations qu'elle a subies, elle a subi les mêmes affectations, les mêmes arbitraires. On la voit se balader de Gao à Nara, où elle a été, comment dirais-je, femme. On l'a baladée partout. Elle n'a jamais arrêté le combat. Elle était toujours à côté de ce que nous appelons aujourd'hui des pionniers de l'indépendance. Quel enseignement la Malienne doit-elle tirer aujourd'hui du combat de Awa Keita? Awa Keita doit être une aspiration. Et je pense qu'on ne fait pas la lutte pour la promotion de soi-même, mais la promotion des femmes du Mali. Malgré les divisions que les gens ont voulu créer en disant vous êtes des familles lettrées, vous avez créé un syndicat des travailleuses, etc. Malgré ces déclarations de gens qui étaient opposés à l'émancipation des femmes, elle était là. Elle s'est vraiment battue pour l'émancipation des femmes. Aujourd'hui, Awa Keita est symbolisée à travers le centre Awa Keita à Bamako, la salle Awa Keita à l'Assemblée nationale, le prix Awa Keita instauré par l'APDF et la rue Awa Keita à Angers en France.
Parcours d'une véritable combattante, toujours en relation avec la célébration de la panafricaine, le contenu de ce communiqué du CENI de Faso Iriwaton à l'occasion du 53e anniversaire de l'Organisation panafricaine des femmes. Le comité directeur du CENI de Faso Iriwaton adresse ses salutations à toutes les femmes d'Afrique en général et aux femmes maliennes en particulier pour leur combat de tous les jours. Autre sujet à présent, l'écriture Nko est de plus en plus répandue dans notre pays. Et pour familiariser les étudiants à cette forme d'écriture, une série de conférences est prévue dans l'espace universitaire. Une initiative des rectorats et du centre Nko. Écoutons à ce propos Mohamed Koulibaly, animateur au centre Nko, qui nous donne plus d'explications. Le Nko est un alphabet, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui vulgarisé par une association culturelle, enfin pas une seule, c'est tout un mouvement qui existe au niveau national mais aussi au niveau international. Vu l'importance de la langue, n'est-ce pas, dans l'éducation, la culture et la sauvegarde du patrimoine, donc il est clair que les décideurs même ont un intérêt à voir la promotion de cet outil-là. Est-ce qu'il peut servir dans le domaine de l'enseignement? C'est la grande question que les gens se posent. Et nous pensons que l'UNCO effectivement a des ressources pour pouvoir répondre, n'est-ce pas, à ces exigences. Je pense que c'est l'intérêt qui a été perçu par nos universités, dont les responsables ont souhaité avoir avec le centre UNCO cette série de conférences. L'objectif visé, c'est d'abord de familiariser, n'est-ce pas, l'environnement de l'éducation et de l'enseignement avec cet outil, parce que les gens en entendent parler, mais très souvent l'UNCO est beaucoup plus perçu comme un mouvement, n'est-ce pas, de promotion, de valorisation du patrimoine, n'est-ce pas, où on parle un peu de l'histoire, des relations sociales et tout, mais en tant qu'outil, donc à l'écriture, système d'écriture, qui peut également, n'est-ce pas, aider à mieux, disons, former les citoyens, parce que ce n'est pas simplement ceux qui sont à l'école. L'UNCO est adopté par l'ensemble des populations. Mohamed Koulibaly était au micro de Mohamed Ould Mamouni. En deuxième région, le Centre national de la jeunesse du Mali vient d'animer une conférence débat sur le contenu et les dispositions de l'accord d'Alger à l'intention de tous les jeunes de la région. Reportage de Brema Koné. Les jeunes de la région de Koulikoro ont bénéficié d'une conférence débat axée sur une cause nationale bien définie. Il s'agit de l'appropriation de l'accord d'Alger par toutes les catégories socio-professionnelles. Pour ce faire, le Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ, estime qu'il faut une large explication du document au niveau local. Il y a très longtemps, la jeunesse du Koulikoro et plus la jeunesse nationale du Mali avaient pris déjà le cheval de la paix et nous avons déjà sillonné beaucoup de localités. Et aujourd'hui, nous sommes encore très heureux de voir que le Conseil national et l'aménagement sont venus à Koulikoro pour faire la promotion de la paix et la réconciliation au Mali. Toute la jeunesse du Koulikoro est là aujourd'hui. Le Conseil national de la jeunesse du Mali dit être conscient de son rôle dans la recherche de la réconciliation et de la paix. Nous, les jeunes, sommes les vecteurs de paix. Et les valeurs de paix, les valeurs de la réconciliation nationale, de pardon, d'acceptation de l'autre, sont des valeurs qui, à mon sens, n'ont de sens que lorsqu'elles sont portées par les jeunes, que lorsqu'elles sont inculquées dans la tête des jeunes. La bonne compréhension de l'accord d'Alger par le Conseil national de la jeunesse lui donne le courage et la possibilité de faire le point du contenu et des dispositions du document. Le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Koulikoro a exprimé sa satisfaction de la démarche entreprise par le CNJ pour contribuer à sauver le Mali. Il faut noter que cette activité juvénile se tient sous l'égide du ministère de la Réconciliation nationale en collaboration avec l'aménagement. Nous ouvrons à présent la page sport avec cette nouvelle de l'afro-basket masculin des moins de 16 ans. Vous l'avez suivi en direct, le Mali poursuit donc son parcours sans faute en remportant sa troisième victoire en autant de sorties face au Nigeria, écrasé aujourd'hui 88-54. Les autres résultats enregistrés ce samedi sont les suivants. La Tunisie a battu l'Éthiopie 81-53. L'Égypte s'impose 100-56 face à l'Algérie. Le Rwanda bat la Guinée équatoriale 83
83-52. L'Angola s'impose face au Maroc 81-53. À suivre demain dimanche, Tunisie, Centrafrique à 10h et Égypte, Guinée équatoriale à partir de 16h. Du football maintenant, demain dimanche au stade Omnisport Modibo Keïta, le Mali affronte le Gabon au compte du 3e et dernier tour des éliminatoires de la CAN de moins de 23 ans. À l'aller, on s'en souvient, le Mali avait gagné à Libreville 1-0. Cette rencontre est décisive pour la qualification des protégés de Cheikh Oumar Koné. Mamoutou Dante est allé voir à Kabbalah les espoirs en préparation. Après avoir pris une sérieuse option pour la qualification à la CAN de moins de 23 ans en gagnant au Gabon 1-0, les Aigles Espoirs se préparent à Kabbalah depuis quelques jours et restent confiants pour ce dernier tour qualificatif. L'équipe de Cheikh Oumar Koné cherchera son ticket de la CAN ici à Bamako, un ticket qui passe par un esprit de solidarité et de détermination selon les capitaines des Aigles Espoirs. On s'est dit, on se concentre seulement pour attendre le match retour. Donc, et puis pour se qualifier seulement. Et on a la solidarité et puis l'attente et puis on se concentre seulement, c'est ça l'essentiel. C'est un match capital pour nous parce que c'est le dernier match avant la compétition. Donc on va essayer de se donner à fond. Le football il est plein de rebondissements. Le plus important c'est qu'on soit concentré, que chacun joue pour l'autre. Et bon, après ça, j'espère qu'on n'aura pas de regrets à la fin. Malgré la suspension de Armagnan, buteur du match aller pour double carton jaune, le sélectionneur des Aigles semble avoir des atouts nécessaires pour donner une place au Mali à la phase finale de la CAN de moins de 23 ans. On ne se met pas la pression et on travaille sereinement et tout en sachant que c'est le match le plus important. Nous jouons pour la qualification. Pour nous, nous pensons que le match aller là, c'est fini. Bon, on considère même qu'on ne l'a pas joué. Donc c'est un challenge pour nous. On considère que le match aller n'a pas été joué et que c'est un match de qualification que nous allons jouer. Donc nous ne considérons pas le résultat du match aller. Les Aigles Espoirs sont à 90 minutes de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans, vainqueurs au match aller disputé à Libreville. La sélection nationale Espoir n'a besoin que des matchs nuls ce dimanche au stade Modibo Keïta pour valider son ticket pour la phase finale qui se jouera au Sénégal en décembre prochain. Voilà, bonne chance donc aux espoirs maliens. Une équipe de l'Union des anciens footballeurs du Mali prendra part à Lomé au Togo à la Coupe d'Afrique de Maracana, un tournoi qui regroupera 6 pays. Pour plus de précisions, nous écoutons le président de l'UNAFOM, Mamadou Dipa Fane, au micro de Khalifa Namatraoui. C'est un jeu que nous avons tous joué. Ce n'était peut-être pas réglementé dans nos cours d'école, dans la rue parfois. C'est en fait, pour faire simple, c'est les petits buts. Chacun a joué à ça, mais les Ivoiriens qui en sont les créateurs, voilà pourquoi ils ont donné ce nom, parce qu'ils avaient effectué au Brésil une visite. Certains étudiants sont allés au Brésil, ils ont visité Maracana, ils sont allés dans les favelas brésiliennes, ils ont constaté que tout le monde jouait à ces jeux, et sur les plages et dans les favelas, dans les rues. Ils sont revenus sur le campus de l'université, et puis ils ont mis ces jeux, ils l'ont adapté aux habitudes ivoiriennes, et voilà pourquoi le Maracana est né. Donc c'est une question d'ambiance en général, et pour les autorités ivoiriennes, pour s'être impliquées profondément dans cette discipline, ils ont considéré que c'était une question de santé publique. Voilà pourquoi personnellement je pense que nous devons en faire nôtre, et que je puisse lancer un appel, 1 aux autorités qui gèrent le football, 2 aux autorités politiques, administratives, parce que c'est comme si vous gérez une entreprise, l'atmosphère dans l'entreprise, l'ambiance dans l'entreprise, c'est aussi important que tous les autres aspects économiques de l'entreprise. Et je pense que là où nous sommes actuellement au Mali, puisque c'est un facteur de rapprochement de toutes les générations, il est bon à mon avis que dans ce cadre, pour prendre un mot que tout le monde utilise, réconciliation, ou un mot si vous voulez, retrouvailles, que toutes les générations se retrouvent pour que autour de ces jeux, nous puissions tous les jours y jouer, parce qu'il n'y a pas d'âge pour ça, c'est de 7 à 77 ans. Et jouer à cela permet de recréer l'ambiance, jouer à ces jeux-là permet de se retrouver. Voilà,
Le nom Maracana, faut-il le rappeler, est le nom de l'un des plus grands stades de football au monde, stade qui se trouve donc au Brésil. Cette annonce avant de boucler définitivement ce journal. Votre émission Actu Hebdo de demain dimanche reçoit comme invité Amadou Cissé, directeur général de la PEJ, Abdoulaye Salim Cissé, directeur national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Mamadou Tidjane Dambélé, chef de cabinet du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Actu Hebdo, c'est une présentation de Ibrahima Diombélé et c'est à partir de midi sur les antennes de l'ORTM. Voilà, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre télévision nationale. Bonsoir.